allons-y. Agriculture durable, intensive, faisant l'usage intensif de l'azote de l'air, celui que nous respirons, vous et moi, là, en ce moment, eh bien, utilisons-le pour fabriquer des protéines. Mais rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone et fabriquer une protéine, c'est coûteux en énergie. Voilà le problème. Coûteux en énergie. On veut qu'un blé soit riche en protéines, on lui apporte des engrais azotés de synthèse coûteux en énergie fossile. L'urée, l'ammonitrate, le gaz naturel russe ou norvégien. Vous avez compris, ça c'est désuet. C'est l'histoire du passé. Non, il faut trouver quelque chose d'alternatif. Et tous les agriculteurs du monde entier le connaissent. Les légumineuses, le trèfle, le sainfoin, le lotier, la luzerne, la lentille, le pois chiche, la févrole, le pois fourragé, le lupin. On ne ment pas. Alors, ça peut être l'arachide, ça peut être le soja, ça peut être le pois Congo, ça peut être l'ambrevane. Dans aucun pays du monde, on ne manque de plantes de l'ordre des légumineuses, où là, il y a des microbes qui parasitent la racine de la plante, trouvent l'énergie pour proliférer. D'abord, pour en faire accepter l'azote. Ensuite, fabriquer l'acide aminé et refiler ça à la légumineuse, qui nous fournit des protéines végétales, je veux dire, avec l'énergie solaire, avec l'énergie de la photosynthèse. Et en plus, après récolte, dans les racines, il y a de l'azote. Et ça fertilise en azote la culture qui viendra ensuite dans la rotation. La betterave, le colza, le tournesol. On va étudier les alternatives, on les connaît. Mais pourquoi en France, excusez-moi, pourquoi on importe pour les 2/3 nos protéines végétales? Du soja, du tourneau de soja transgénique de surpoids en provenance du Brésil, de l'Argentine et des États-Unis. Mais pourquoi en France, enfin, sur le territoire français, pour des animaux, des cochons français, on ne produirait pas des légumineuses françaises avec l'azote de l'air français, quoi? Plus franchouillard que moi, vous mourrez tous, quoi. Sauf que quand je suis au Brésil et que je fais cette provocation, parce que j'adore provoquer, vous vous rendez compte, j'aime bien ça, les Brésiliens me disent, alors les exportateurs du soja, eux, me refont un cours d'économie classique, quoi. Non, mais je suis fumier, le libre-échange, si chacun se spécialise sur les avantages comparatifs, vous avez des avantages comparatifs pour faire le soja, nous on a des avantages comparatifs pour faire... Vous avez des avantages comparatifs, vous les Français, pour faire du champagne, nous Brésiliens on a des avantages comparatifs pour faire du soja, on s'échange le soja et le champagne, c'est gagnant-gagnant. Alors je veux dire, la théorie néoclassique, je l'enseigne, donc je connais bien quelles sont ces hypothèses de départ, mais j'ai même pas besoin de commencer à répondre sur le plan économique. Il y a tout de suite des Brésiliens qui me disent, mais monsieur Fumier, on n'est pas fiers, nous Brésiliens, de vous exporter du soja pour nourrir vos cochons, ils me montrent du doigt, vos volailles, monsieur Dufumier, vos ruminants, monsieur Dufumier. On préférait que le soja brésilien nourrisse les Brésiliens. Vous allez découvrir que c'est tous les peuples du monde qui ont intérêt à gérer un circuit court, le cycle du carbone, la photosynthèse, le cycle de l'azote, les légumineuses, remettre les animaux sur la paille, refabriquer du fumier, remettre de l'élevage, donc remettre des céréales, évidemment, de la paille en Bretagne, remettre de l'élevage dans le bassin parisien, ça va être ça la révolution agricole de demain, auquel on n'échappera pas. Quand même, comme 26, il faut quand même maintenant qu'on prenne ça au sérieux. Mais les solutions techniques, on les connaît. Alors, je suis obligé d'aller un peu vite, réconcilier l'agriculture et l'élevage. Voilà, je n'ai plus que 5 minutes. Il reste les éléments minéraux, et là, il y a une mauvaise nouvelle. Autant pour l'instant, les rayons du soleil, le carbone, l'azote, on peut faire un usage intensif de ce qui est gratuit, renouvelable, pléthorique. Autant pour les éléments minéraux, plus on en prend pour notre nourriture, plus il faut envisager d'en remettre dans le sol. Et là, la très mauvaise... Alors le calcium, les falaises calcaires à l'échelle mondiale, pas de problème. Mais le potassium, j'entends pas d'inquiétude, et les gens... Alors les potassium là sont fermés, quand même, elles sont épuisées, donc c'est quand même des ressources fossiles, il faut être prudent. Mais globalement, les gens ne sont pas inquiets pour beaucoup de générations futures. Mais le phosphore, par contre, on nous dit, 3-4 décennies, le coût d'exploration, d'exploitation des mines de phosphate, hyper coûteux. Et là, c'est dès maintenant, il nous faut être très économe, donc pas laisser le phosphore, les effluents d'élevage, c'est comme pour l'azote, fertiliser des algues vertes. Hein. On remet les animaux sur la paille, et les effluents, hop, ça revient, économie circulaire de dernier instant. Mais il nous faut aussi trouver du phosphore ailleurs. Et là, la réponse, y en a-t-il beaucoup? La réponse est quand même oui. Mais il y a un mais terrible, à faible dose, dans le grès, le granit, le schiste, la roche-mère, il y a des éléments minéraux. Et il y a du phosphore. Mais à faible dose. Réduire cette roche en poudre, tant qu'on dépend d'énergie fossile, oubliez. Je pense qu'il y a 2-3 générations pour qui, surtout que le phosphore, on utilise parfois du phosphate naturel, hein, de mine de phosphate, il faut le réduire à l'état de poudre extrêmement fine pour que ce soit assimilable par la plante. Donc là, coût en énergie fossile, trop élevé. Donc il y a encore 2-3 générations, je ne connais pas le nombre de générations, pour lequel réduire. Alors par contre, une fois qu'on peut réduire nos roches, il y a des kilomètres,
Et puis il y a des surfaces de roche-mère, alors là, c'est vrai qu'on n'en manque pas de phosphore. Mais en tout cas, tous les jours, en sous-sol, la roche est éclairée. Et tous les jours, elle libère des éléments minéraux. Et ce n'est pas accessible à une racine de blé, mais ça peut être accessible à des racines d'arbres. Et si les arbres, avec leurs racines profondes, vont aller chercher les éléments minéraux, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille morte tombe à terre, ça fertilise la couche arabe. Et si en plus vous avez maintenant des champignons mycorhiziens, vous savez, un peu comme la truffe qui s'incruste dans la racine de l'arbre, qui évidemment parasite l'énergie, les glucides, de la photosynthèse de l'arbre, développe un mycélium extrêmement fin, s'incrustent dans les argiles et prennent les éléments minéraux, calcium, potassium, phosphore, oligo-éléments, et parviennent à les retirer, les rendre assimilables par la plante, alors que même les racines plus filamenteuses ne parvenaient pas à retirer ces éléments minéraux qui sont dans les argiles, qui étaient dans la roche-mère autrefois, et qui aujourd'hui sont coincés dans les argiles au moment où se sont constitués les sols. Mais les champignons mycorhiziens parviennent à les retirer, les rendre assimilables, le phosphore, et du coup ça fertilise la plante. Je vais vous dire, si on utilise l'agroforesterie, si on remet des haies, si on remet des pommiers dans la prairie, si on utilise des champignons mycorhiziens, c'est-à-dire si on s'interdit l'emploi des fongicides, c'est évidemment employer un fongicide pour soigner une plante, parce qu'il y a un champignon pathogène, et si ça tue les champignons mycorhiziens, qu'on tue la fertilité des sols, ce qu'on a fait, mais réinoculer aujourd'hui les sols en champignons mycorhiziens, on commence à savoir faire. Mais bah, je viens de préfacer un livre qui s'appelle, je ne raconte pas, lisez ça, ça va être un best-seller, mieux que le prix Goncourt, litière forestière fermentée. Livre fait. Alors évidemment, n'achetez pas ça, mais c'est quand même savant. C'est justement avec des litières forestières, on les fait fermenter, on multiplie les spores et les îles de champignons. Après, on fait une fertilisation, les gens ils disaient homéopathique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'un agronome pouvait penser fertilisation homéopathique. Pour moi, tout ça est ésotérique. Mais quand vous diluez sur de vastes surfaces un certain nombre de spores, de champignons mycorhiziens qui, parfois, à l'arrivée, dans leur surface en question, vont aller extraire les éléments minéraux pour nourrir la plante. Alors maintenant, j'ai compris, ce n'est pas une fertilisation calcium, potassium, phosphore à dose homéopathique, mais c'est l'utiliser des micro-organismes utiles du sol. Enfin, je veux dire, très honnêtement, si la question n'était que technique, nourrir correctement et durablement, alors évidemment, vous l'avez compris aussi, ben dans la haie, il y aura des pollinisateurs, il y aura même peut-être des coccinelles qui vont s'attaquer aux pucerons, vous ne mettrez plus de pesticides. Dans la bande enherbée, il y aurait des carabes qui vont s'attaquer aux limaces, vous ne mettrez plus de pesticides. Et dans les hautes tiges, il faut que la haie ait au moins 3 strates végétatives, vous avez des mésanges. Les mésanges bleues vont s'attaquer à la larve du tapocaps. Du coup, vous aurez des pommes bio, sans petits verres. Ben voilà, les solutions, excusez-moi, faire l'usage intensif de ce qui est renouvelable, pléthorique. Alors chez nous, évidemment, le passage à l'agriculture bio, à l'exception de la permaculture. Le passage au bio, comme il faut reconstituer les sols, il faut ressusciter les abeilles, ressusciter les coccinelles. Le passage au bio en France, c'est vrai, ça se traduit par un moindre rendement, mais si on diminue les coûts, puisqu'on ne va plus utiliser les pesticides, etc., on accroît la valeur ajoutée à l'hectare, on ressuscite la biodiversité, et on séquestre du carbone dans l'humus des sols, on n'émet plus de protoxyde d'azote, principale contribution à l'agriculture française au réchauffement climatique, une agriculture diversifiée, une rotation longue, évidemment, des haies, des pommiers dans la prairie, et ce genre de choses. C'est tout le contraire de notre agriculture industrielle, c'est une agriculture artisanale, mais techniquement, honnêtement, on est capable de faire ça. C'est pas techniquement. Et dans les pays du Sud, eh ben, on peut à la fois, d'emblée dans les pays déficitaires, en particulier, je pense, le mil, le sorgho, etc. Bon, j'avais préparé des photos, mais je vais quand même vous montrer. Voilà. Regardez le rendement du mil sous la Cassia albida, quoi. 3 fois supérieur. C'est une légumineuse. Il va chercher ses éléments minéraux en profondeur. Il développe ses feuilles en saison sèche, feuilles vertes en saison sèche, parce qu'il a accès à la nappe phréatique. Et puis il perd ses feuilles en début de saison des pluies. Et il fertilise. Bon dosage carbone, azote. Il fertilise le mil et le sorgho. L'huile, ça retient l'eau. Ça tombe bien, on est dans une climat semi-aride. Enfin, écoutez, on peut faire de l'agroforêt. Je veux dire, même dans les pays du Sud, on peut accroître la valeur ajoutée à l'hectare et le rendement brut à l'hectare, puisque cette nouvelle agriculture qui va permettre de multiplier par 2 et 3 en l'espace de 15-20 ans le rendement du mil et du sorgho, ben écoutez, ne va pas utiliser les intrants de synthèse, donc c'est bien le produit brut et la valeur ajoutée. Chez nous, rendement plus faible, valeur ajoutée supérieure, biodiversité restituée. J'ai envie juste de vous dire, si c'était que technique, j'ai toutes les raisons d'être optimiste. Alors il y a juste un petit problème, c'est que c'est artisanal, c'est soigné, c'est bichonné, c'est exigeant de travail.
Et on me fait ce reproche. Monsieur Dufumier, vous ne l'avez pas compris, c'est intensif en emploi. Mais est-ce grave de promouvoir une agriculture intensive en emploi? Bien sûr que non. Mais si c'est plus exigeant de travail, il faut rémunérer les agriculteurs. Et là, vous allez me poser la question. Ah oui, monsieur Dufumier, est-ce que les conditions politiques sont réunies pour qu'on rémunère correctement des agriculteurs qui pratiqueraient ces formes d'agriculture inspirées de l'agroécologie? Êtes-vous optimiste, monsieur Dufumier? Je réponds, j'attends pas de le savoir pour rester mobilisé. Voilà, merci, excusez-moi, je m'en ai trop long.